Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Cette semaine qui vient de s'écouler, ce lundi pour être précis, le chef du gouvernement s'est réuni avec les syndicats et la commission ministérielle chargée de gérer la crise de l'éducation nationale. On sait que les enseignants observent des mouvements de grève depuis plusieurs semaines et qu'ils remettent en cause, entre autres, le statut unifié pour, entre autres, les salaires et la désignation des ressources humaines du ministère. La grande décision prise est le gel ou la suspension de ce statut unifié qui pose problème et le démarrage des réflexions pour sa révision cette semaine même. Le chef du gouvernement a fixé comme date butoir le 15 janvier pour aboutir à des solutions qui emporteraient l'adhésion de tous. Nous en discuterons avec nos invités. Puis en seconde partie, nous reviendrons sur la situation à Arza où durant une semaine, une trêve a été maintenue pour échanger les prisonniers et approvisionner l'enclave meurtrie avec 15 000 morts palestiniens et des dizaines de milliers de blessés. Alors où en est-on et quelles sont les perspectives qui s'ouvrent après cette trêve? Avec nous pour en parler, Mostafa Sahimi, bonsoir. Vous êtes professeur de droit et politologue. Merci. Bonsoir. Aziz Saïdi, bonsoir. Vous êtes consultant média. Merci à vous d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Marhaba. Driss Issaoui, bonsoir. Vous êtes analyste politique. Merci d'être avec nous. Alors, la crise du secteur d'éducation nationale. Une crise, une grève, un manque de confiance, des négociations et encore des grèves. Le chef du gouvernement a pris le dossier en main, mais est-ce qu'il parviendra à trouver une solution? Est-ce qu'il parviendra aussi à son tour à faire avancer les choses? Alors, question à vous, je commence par vous, Aziz Saïdi. Que reprochent les syndicats et les enseignants à ce statut unifié? Globalement, statut, fonction, indemnisation, rémunération. En fait, on a l'impression que déjà, est-ce que, en parlant de syndicats, on parle des bons interlocuteurs? Parce qu'on a vu que depuis que cette crise a vu le jour, il y a eu des coordinations d'enseignants qui se sont un peu affranchis des négociations qui étaient faites entre le syndicat et le gouvernement, les syndicats et le gouvernement. Certes, c'est une manière de respecter la Constitution que de parler avec les syndicats les plus représentatifs. Mais en le cas d'espèce, on a l'impression qu'ils ne portent pas vraiment la parole des enseignants parce qu'on les voit dans la rue et on a vu que quand des choses ont été signées avec ces syndicats, ces accords ont été refusés par la rue qui était battue par les enseignants. Pardon. Donc déjà, c'est une question d'interlocuteur. Et ça nous renseigne sur un deuxième niveau, qui est celui de la défiance, on a l'impression, parce qu'il y a eu beaucoup de tergiversations dans ce dossier. Peut-être que l'approche en elle-même n'a pas été optimale, ce qui nous ramène donc à ces situations où on a l'impression que ça devient inextricable avec, encore une fois, comme vous l'avez dit, la suspension ou le gel de ce statut unifié, qui est quasiment une première, et qui représente, en fait, qui symbolise toutes les tergiversations qu'on a eues sur ce dossier, que ce soit de la part du gouvernement, de la part des syndicats, mais aussi les propositions des coordinations d'enseignants. Voilà pour planter le décor. Donc on va continuer, on va revenir sur des détails de chaque point que vous avez soulevé. Driss Issaoui. Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui au niveau de ce secteur, et par rapport à ce dossier, il y a beaucoup de flou. On entend les voix des enseignants, des syndicats, des associations comme Force de proposition aussi qui sont là, et on n'arrive pas à comprendre exactement qu'est-ce qui est reproché à ce texte. C'est un texte qui a été signé, sur lequel il y avait un accord entre le gouvernement et les syndicats, mais ils sont revenus aujourd'hui avec des revendications tout à fait importantes. C'est-à-dire que, quand même, la durée des grèves, elle révèle qu'il y a un malaise de fond qui sous-tend tout cela. Avec près de 10 millions d'heures de cours perdus, on peut voilà, effectivement un malaise ça, de fond. c'est un grand malaise. Et finalement, le gouvernement est là pour trouver une solution. Alors, quelle est la solution qui va être trouvée? C'est de dire, le statut, il faut le geler. Alors, il faudra peut-être demander à ces Sahimi, qu'est-ce que ça veut dire, un statut qui a été adopté et aujourd'hui, il est gelé. Est-ce qu'il est bon, il n'est pas bon? Est-ce qu'il est accepté ou non? On va revenir sur ça en deuxième dans les questions à venir. Mais déjà, nous sommes devant un statut, devant un certain nombre de choses qui ont été accordées, acceptées, discutées.
Et aujourd'hui, on dit que ce n'est pas ça. Et on se retrouve avec ces foules de personnes qui sont sorties dans les rues. Il y a même des parents qui vous disent, ça fait des mois et des mois que nous voulons envoyer nos enfants à l'école, ils ne peuvent pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a même un risque d'une année blanche. On commence dès maintenant, au mois de novembre, au mois de décembre, parler d'une année blanche. Le chef du gouvernement s'est engagé, enfin il a mis une date qui est le 15 janvier. Alors le 15 janvier, on y arrivera. C'est-à-dire que le 15 janvier, c'est un deadline qui a été trouvé par les syndicats, par le gouvernement pour dire que le 15 janvier, il faut qu'on soit décidé à prendre des initiatives, à prendre des actions concrètes et ne plus être dans l'attentisme de dire est-ce que ce sera bon, ce ne sera pas bon. Donc on verra tout ça. Alors, pour l'instant, il n'y a rien de sûr, sincèrement. Ni d'un côté, ni de l'autre. Ce qu'il y a, c'est que les enseignants, ils sont en grève et ils veulent rester en grève. C'est leurs déclarations qui sont reprises au niveau des médias. On verra comment ça va se passer. Alors, il y a eu des réunions, effectivement, cette semaine, jeudi dernier. Mais bon, pour l'instant, les choses ne sont pas encore véritablement très claires. Moustapha Sahimi, entre le statut, entre la dénomination, ressources humaines, fonctionnaires, pas fonctionnaires, les indemnisations, les augmentations de salaire, où vont, comme disait Driss Issaoui, il y a beaucoup de gens qui demandent beaucoup de choses qui sont pas les mêmes. Comment on peut synthétiser tout ça? Peut-être en rappelant un certain nombre de choses pour la pédagogie du débat, si vous le permettez. D'abord, la Constitution consacre le principe de la consultation et de la concertation. C'est un principe constitutionnel. Et il faut faire crédit à ce gouvernement, il faut le dire, qu'il a commencé, pour ce qui est du secteur de l'éducation, donc c'est un gouvernement qui a été nommé en octobre 2021, et le ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Ibn Moussa, s'est distingué par une large politique d'écoute et de consultation. Il a utilisé d'ailleurs la méthodologie qu'il avait sollicitée en étant président de la commission sur la réforme du nouveau modèle de développement, on s'en souvient. Mais là, en l'espèce, il a fait un large travail pendant pratiquement 14 mois, jusqu'à l'accord unifié de 14 janvier 2023. Jusqu'à 2023, 14 janvier. Et il a fait un travail intéressant, il faut le dire, parce qu'il faut donner des faits. Et il a eu des concertations au niveau des académies régionales, etc., avec 21 000 enseignants, avec 33 000 élèves, 20 000 familles, etc. Question, cette approche de concertation a-t-elle donné les résultats escomptés? À un premier niveau, oui, puisque ça a donné lieu, cet accord, sur donc, le statut unifié auquel vous avez fait référence, du 14 janvier 2023. Le problème qui se pose, c'est que cet accord-là, maintenant, est remis en cause. On va y revenir. Pourquoi? Parce que c'est un accord qui présente des acquis, mais qui nourrit également des incertitudes. C'est un accord qui s'articule sur 2 points. Un, les acquis, ce qui a été décidé et finalisé et acté dans cet accord. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est des engagements du gouvernement. Et c'est précisément sur les engagements du gouvernement qu'il y a matière à débat. Autre interrogation, débattre et consulter qui? Ça a été soulevé à l'instant par mon collègue ici présent, c'est qu'il n'y a pas un interlocuteur unique. Sur le papier, oui, il y a 4 syndicats considérés comme représentatifs, on le sait, etc. Mais il y a un 5e, la Fédération nationale de l'enseignement, qui est partie prenante. Il y a... Ça, c'est le premier étage. Au 2e étage, il y a 22 coordinations. C'est important, qui sont des coordinations sectorielles qui intéressent qui? Alors, on va y revenir, si vous permettez, Moustapha Sahimi, sur les coordinations, justement, parce que quand on pose la question au ministère, sa position est qu'on est avec des institutions, il faut travailler avec des institutions. Donc, les coordinations sont en contact aussi avec les syndicats. Mais on va, avant d'y revenir... Je n'ai pas fini. Je vais répondre sur ce plan-là, si vous le permettez. Pas maintenant, tout à l'heure. Je répondrai tout à l'heure. Autre point aussi, il y a des questions qui ne sont pas réglées. La loi de finances 2024 crée 30 000 postes budgétaires. Il y en a 7
7 000 pour la défense nationale, ça ne pose pas de problème, 8 000 pour le département de l'Intérieur, 5 500 pour la santé, mais pour l'enseignement supérieur, c'est 2 400, ce n'est pas l'objet du débat, mais pour l'enseignement primaire secondaire, vous savez combien de créations de postes? 400. Donc, il y a là un problème. C'est contradictoire avec ce qui est dit dans le texte du statut unifié. Voilà un secteur, donc le ministère de l'Éducation, qui est un grand ministère. Au Maroc, c'est le plus grand ministère, le plus budgétivore, etc. Mais donc, voilà, premier point. Deuxième question, sur le délai donné par le chef du gouvernement le 15 janvier. C'est intéressant, le 15 janvier. Pourquoi? Parce que c'est 15 jours après la promulgation de la loi de finances 2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui pourra être arrêté le 15 janvier éventuellement ne prendra pas compte de toute incidence financière. Et s'il y a des mesures prises, ça sera pour 2025. C'est pour ça qu'il y a ce délai du 15 janvier. C'est pas par hasard. Donc, c'est-à-dire, on peut décider... on peut conjecturer, si vous me permettez. Ah non, mais c'est de l'agenda. Ah, c'est l'agenda, d'accord. Bon, 15 janvier, vous ne pouvez rien faire, la loi de finances est promulguée. Oui, mais elle est promulguée, la loi de finances, mais le 15 janvier n'est qu'un aboutissement, n'est qu'une date. Tout le travail a commencé cette semaine, il va se prolonger sur tout le mois de décembre. Donc, il y a la loi de finances. Vous formulez l'hypothèse qu'il y aura des amendements d'ordre financier d'ici le 31 décembre pour ce qui est du secteur de l'éducation et des revendications du corps enseignant? Je ne le crois pas. En revanche, c'est un an pile, jour pour jour, après l'accord du 14 janvier 2023. Eh oui, mais voilà. Alors, il y a enfin un autre point, c'est une situation préoccupante qui nous préoccupe tous ici et ailleurs, tout ça, etc. Alors, s'il vous plaît, Mostafa Sahimi, je voudrais aussi, je resterai avec vous sur cette question de suspension. Vous êtes juriste, ça veut dire quoi suspendre un texte réglementaire? Ça veut dire que nous sortons du droit formel, du droit positif, et qu'on s'engouffre dans l'informel. Il y a un texte, il y a un décret. Vous savez, c'est un accord que le statut unifié a été validé par le Conseil de gouvernement le 27 septembre. Il a été publié au bulletin officiel le 9 octobre. Il n'y a qu'un texte de même nature qui peut amender un autre texte. C'est le parallélisme des formes. C'est pas un amendement. Mais de fait... C'est vrai que c'est inédit, mais bon, ce n'est pas illégal. Ça n'est pas illégal, mais la question n'est pas là d'égalité. Le problème, c'est cette forme de gouvernance où il y a un texte qui est en vigueur et oralement, le chef du gouvernement décide qu'il y a gel de ce texte-là. Ce n'est pas de nature à consolider l'état de droit. Eh oui, on ne peut pas fonctionner comme ça. On dira, on va suspendre, on verra, etc. Alors que peut-être la solution, c'était de dire nous allons réétudier. Il continue à être appliqué parce qu'il est applicable, mais nous allons voir éventuellement, au vu des résultats et des concertations qui vont se tenir dans les prochaines semaines, l'option d'un amendement de ce décret du 9 octobre 2023. Alors, si vous me le permettez, et c'est aussi, je vous relance sur cette même question, Aziz Saïdi, c'est aussi un acte politique du chef du gouvernement qui ne retire pas un texte, mais qui se donne peut-être le temps de mieux expliquer les tenants et les aboutissants de ce texte et que c'est un gel. Donc on peut prendre une formule inédite. Attendez, s'il vous plaît, Aziz Saïdi, après si vous commentez, après Idriss Aissaoui. Clairement, c'était une réponse à la rue. C'est un geste. On ne peut pas reprocher au chef du gouvernement de. C'est un geste politique par rapport à ça. Mais je pense, je suis d'avis, enfin, je rejoins Sahimi par rapport à ça, c'est qu'on rentre dans quelque chose qui est hybride ou qui est, qui est inédit. Mais à mon sens, ça renseigne. C'est pour ça que je disais ça en préambule. Ça renseigne sur cette fameuse tergiversation par rapport à ce dossier et sur ces actes manqués par rapport à la gestion dans ce dossier. Parce qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout pour réformer. On a peut-être, vous l'avez dit, il y avait une consultation large. Mais cette consultation, peut-être qu'elle a péché par rapport à cette multitude d'interlocuteurs. Et puis surtout, elle a donné lieu à quoi? Elle a donné lieu à un texte qui est lui-même, qui porte en lui quelques contradictions. Parce que certes, ce texte a permis d'en finir avec la situation des contractuels, mais il a maintenu le flou entre l'administration centrale de l'éducation nationale et les académies. Ça a maintenu ce flou à travers le fait qu'il n'y ait pas de poste budgétaire créé pour aller avec ça. Ça maintient le flou. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on a dit oui, mais qu'on n'a pas pris en compte
l'incidence de ce oui qu'on donne. Et au-delà de ça, bon, peut-être pour élargir aussi, il y a eu aussi des signaux qui ont été un peu des signaux, peut-être pas négatifs, mais en tout cas des signaux inquiétants par rapport à ces enseignants, notamment par rapport au système de sanctions, par rapport au système de suspension de travail sans solde. Et puis surtout, n'oublions pas, enfin, on l'a dit, le souci maintenant, c'est que les Marocains, les petits Marocains, ils reviennent à l'école. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Il y a les heures perdues et on risque d'avoir encore plus de temps perdu. Mais quand il y aura une tentative de rattrapage sur le programme, et que ces gens dont on leur a donné de nouvelles charges qui ne sont pas forcément en rapport avec leur travail d'enseignement purement, mais là, on va leur demander aussi de faire un rattrapage par rapport à l'année. Imaginez-vous, parce que j'imagine que quand les cours vont reprendre, on ne va pas leur donner des vacances prochainement. Enfin, les vacances seront annulées. Enfin, logiquement. Rattrapage en distanciel, très, très certainement. C'est du rattrapage. Et donc, ce rattrapage-là, comment est-ce qu'on a géré ça avec les enseignants aussi? En tout cas, il y a plein de points qui sont. C'est vrai qu'on a un problème, c'est que ce dossier, il est épineux. Il peut paraître flou pour le Marocain lambda et c'est très important d'avoir des clarifications sur le texte, mais aussi sur le contexte de sa venue. Alors, c'est bien dommage, Essaoui, qu'on en soit là, parce que après 2 ans et quelques de travail, cette question le principe des écoles pionnières était un principe qui est en train de bien marcher. Oui. Preuve à l'appui, chiffres à l'appui, avec des Absolument. 65-66 000 élèves qui sont concernés, avec 500 ou 600 établissements, ça devait être... Enfin, ça avait pris son envol, et puis, paf, ça s'arrête avec cette histoire. Est-ce qu'on pourrait dire que, au lieu du jeu de la suspension, le gouvernement a peut-être péché par le fait qu'il ait envoyé ça au secrétaire général du gouvernement avant de se concerter tout à fait définitivement avec les syndicats, ce qu'il est en train de faire maintenant? Est-ce qu'on peut dire que c'est finalement ça, c'est la meilleure explication? Tu sais, on est en train de parler aujourd'hui du processus de réforme du système éducatif marocain. C'est pas rien. Ça fait des années et des années qu'on est en train de refaire la même chose. Qu'on parle de plan d'urgence, de Absolument. réforme. On a l'école de la dernière chance, etc. Mais je pense que ce qui s'est fait, c'est que le chef du gouvernement, avec le ministre de l'Éducation nationale, ils ont essayé de trouver une solution institutionnelle. Ils ont dit, la Constitution nous dit de nous concerter avec les syndicats les plus représentatifs. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont trouvé aussi une sortie qui peut sembler être honorable. D'ailleurs, les groupements d'enseignants, etc., ils ont décrié tout cela. Ils ont dit, nous, on n'accepte pas ça. Ce n'est pas une convention qui peut être balayée du revers de la main parce qu'on a fait des choses. Et comme vient de l'expliquer c'est Mustafa Sahimi, nous avons un contrat, nous avons un cadre. Ça a été écrit, ça a été publié et tout le monde l'a vu. Mais aujourd'hui, on leur dit, peut-être qu'on va réviser, on va revoir tout ça. On gèle d'abord, on regarde de très près et on décidera ensuite. Et effectivement, je suis tenté d'accepter la proposition de mon ami, de dire que le 15 janvier, c'est déjà, on est rentré dans la nouvelle loi de finances, on n'est pas le projet. Alors, on ne va pas aller jusqu'à dire une loi rectificative des finances pour satisfaire les attentes des enseignants, ce n'est pas possible. On ne le fera jamais. Mais il y a aujourd'hui une astuce qui a été trouvée par le gouvernement qui peut l'aider, qui peut peut-être faciliter les choses, mais il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, les grèves continuent. Les grèves continuent, les sittings continuent. Et les parents sont toujours inquiets du sort de leurs enfants. Ils vous disent, attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens commencent à parler d'année blanche. Est-ce qu'on va aller vers une année blanche? Alors justement, je reste avec vous, Saoui, si vous voulez bien. Et en restant sur ce texte donc, qui est gelé, qui est suspendu, vous parlez des grèves, du mouvement de grève qui est toujours là, parce que le gouvernement a discuté avec les syndicats. Vous en parliez tout à l'heure autour de la table. Le gouvernement a parlé aux syndicats, s'est réuni avec les syndicats, on a vu les images. Est-ce que les syndicats sont véritablement représentatifs de ce mouvement?
d'un côté. Est-ce que d'un autre côté, le gouvernement, l'État, doit-il discuter avec les coordinations? Vous savez, les coordinations, il y en a 22, mais est-ce qu'elles sont véritablement représentatives? Comment elles sont créées? Sous quel régime elles sont créées? Quelque part, il se retrouve dans un dilemme, l'État, le gouvernement. Oui, absolument. Même question pour vous. On ne sait même pas sur quel pied danser avec ces gens-là. Nous avons des centrales syndicales, certaines coordinations d'enseignants vous disent ils ne sont pas crédibles, ils ne sont pas représentatifs, ne les écoutez pas. L'essentiel, c'est de continuer le débat, c'est de continuer la grève. Et nous sommes là pour le faire. Alors, cette mobilisation n'est pas simple. Elle n'est ni simple, ni aisée. Les parents, pour les étudiants et pour le ministère. Le ministre de l'Éducation nationale qui a quand même élaboré le plan de développement pour le Maroc, etc., dans le cadre d'une grande concertation qu'il a organisée. Mais maintenant, je pense que c'est le grand examen qu'on est en train de lui faire passer. Il est en train de passer un examen assez difficile. J'espère qu'il va pouvoir réussir, mais surtout ne pas perdre la face devant les syndicats d'enseignants, qui sont quand même des syndicats importants et qui représentent, ils ont un budget. Le budget généralement accordé à l'éducation, je pense qu'il avoisine 27 à 30% du budget général. Ce n'est pas simple. Je pense que ce n'est pas simple, ça ne sera jamais simple. Et finalement, parce qu'en fait, la commission qui a été constituée, le ministère des Finances, l'Éducation nationale et quel autre ministère? L'Intérieur, je pense qu'ils ne sont pas impliqués. Non, ils ne sont pas. C'est les finances, c'est l'emploi et c'est le budget. Et l'emploi. Et j'ai oublié l'emploi. Donc finalement, c'est 3 ministères importants qui doivent prendre en considération tout cela. En face, vous avez les centrales syndicales. Les coordinations, personne n'en parle, sincèrement. C'est-à-dire, à aucun moment, je n'ai entendu un ministre dire « Ah oui, les groupes de pression sont là, etc. » Personne n'en parle. Mais ils sont obligés, parce qu'en fait, le gouvernement est obligé de travailler avec l'existant, avec les textes qu'il y a en face d'eux. Et qu'est-ce qu'il y a en face d'eux? Il n'y a rien. Alors, Moustapha Sahibi. Oui. Alors, juste pour réagir à ce que disait Driss Aissaoui, on ne va pas s'inquiéter pour Chakib Ben Moussa, il est droit dans ses bottes. En revanche, il y a eu quelque chose d'important, c'est qu'on a annoncé une commission ministérielle composée du ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Ben Moussa, du ministre de l'Emploi et de l'Inclusion, Younes Skouri, et du ministre délégué au budget, Fouzi El Khaja. Et cette semaine, Chakib Ben Moussa est devenu président de cette commission. Les mots ont un sens. Oui, il n'est pas dilué dans une commission, il la préside. Parce que c'est les conclusions de ce qui a été mal fait auparavant. Je voudrais quand même relever une précision, la Constitution ne dit pas des syndicats représentatifs. La Constitution, c'est le principe de la démocratie participative. Elle ne va pas jusqu'à identifier qui, comment, etc. C'est le principe. Maintenant, premier volet, comment a été menée cette réforme? Elle a été menée par le ministre de l'Éducation nationale, qui a remis sa copie au gouvernement, validée, on l'a dit, au Conseil de gouvernement du 27 septembre, publiée au bulletin officiel. Ce n'est que quand il y a eu les grèves que le dossier a changé de main et qu'il a été pris en charge par le chef du gouvernement qui a associé dans une commission ad hoc où il y avait le ministre du budget et le ministre chargé de l'emploi, plus évidemment le ministre de l'Éducation nationale. Donc tout s'est passé comme si le ministre de l'Éducation nationale était considéré comme dépassé par la nouvelle situation et que le dossier remontait donc hiérarchiquement, si je puis dire, au niveau du chef du gouvernement. J'en tire au moins 2 conclusions. La première, c'est que le ministre de l'Éducation nationale a travaillé seul, donc sans une supervision, sans une coordination avec le chef du gouvernement. C'était un grand dossier. C'est un grand dossier, la réforme de l'éducation. Et donc, on peut s'étonner que ce gouvernement-ci n'ait pas été informé, en tout cas, de l'étape de l'évolution, etc. On n'en sait rien, vous savez, Moustapha Sahibi. On n'en sait rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça a été évoqué par Driss Aissaoui, Chakib Ben Moussa et le monsieur qui a présidé la commission de développement. Tout s'est passé. Donc, il est en train de mettre tout ça en musique. J'ai une autre lecture. Tout s'est passé comme si, prenant acte
du fait que le ministre de l'Éducation nationale n'était plus en mesure de faire avancer ce dossier après sa publication, il fallait que le chef du gouvernement prenne en main ce dossier. Autre élément, il est ministre RNI, Cheikh Ibn Moussa. Je n'ai pas relevé une grande mobilisation ni de son parti, le RNI, ni des deux autres alliés de la majorité pour le soutenir. Il n'y a pas eu une réunion, il n'y a pas eu de communiqué, etc. Donc en fait, c'est politisé sans politiser. Oui, c'est politisé avec vous me permettez d'ajouter rapidement, s'il vous plaît, pour Aziz Saïdi. Non, je voudrais finir. Ce qui n'a pas été dit, il faut bien que quelqu'un le dise au cours de cette émission, c'est que ce dossier, il est instrumentalisé par des interférences politiques. Je ne veux pas dire lesquelles, tout le monde le sait. Mais il y a une instrumentalisation politique qui est faite par tel ou tel courant, tout le monde le sait. Maintenant, au niveau de l'autre volet, au niveau des interlocuteurs du ministère du gouvernement, oui, il y a les syndicats, les 4 qu'on a évoqués, plus la fédération et les 22 coordinations. Mais il y a en dessous des coordinations une base qui est très motivée. Ça donne quoi comme situation? Ça donne le fait que c'est la 6e semaine de grève, qu'il y a 140 000 enseignants qui sont frappés, il y a des écoles, il y a 12 000 écoles qui sont concernées, 7 millions d'élèves, etc. Ça, c'est les chiffres officiels. Et donc, l'option qui se dessine maintenant est celle de l'agenda. Pourquoi? Année blanche ou pas? On ne peut pas se permettre une année blanche, c'est exclu. On ne peut pas non plus jouer sur un enseignement distanciel parce que ça implique un réseau, des conditions, etc. Très bien. Aziz Saïdi. On l'a vu. Non, mais toujours sur cette question d'interlocuteur. Est-ce que c'est justement sur la question d'interlocuteur, ce qui est évident, c'est que quand on a vu, les syndicats, ils ont signé l'accord et ils ont été désavoués par la rue. Donc ça pose une question très simple. Est-ce qu'ils ont porté dès le début les revendications de la base? Et est-ce que c'est la base qui a changé ou est-ce que c'est les syndicats qui n'ont pas réussi à porter les vraies revendications de la base? C'est ça le problème. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, dans la démarche participative, elle doit être le plus inclusive possible. Et surtout, si on veut être pragmatique, il faut aller chercher ceux qui portent les vraies revendications. Par contre, et en excluant, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en excluant par exemple la fédération et les autres coordinations de manière formelle, notamment rien que de manière symbolique dans le discours officiel. Vous l'avez dit, il n'y a aucun ministre qui a parlé de coordination, il n'y a aucun ministre qui a parlé de... On parle de ces 4 syndicats-là et on a l'impression qu'on ferme les yeux sur tout le reste. Or, justement, cette mobilisation, elle a permis de montrer au grand jour que, en fait, les revendications, elles sont autres que celles qui étaient dans les salons feutrés où il y avait les rencontres entre les représentants du gouvernement et les représentants syndicaux. C'est ça le nœud du problème. Maintenant, ça c'est quelque chose qui peut ouvrir un débat très large, notamment sur le fait de qu'est-ce qui explique cette faillite un peu de syndicale et qu'est-ce qui explique cet éloignement entre la base des enseignants, la représentativité. Voilà, c'est ça le problème. Et le nœud du problème, il est là. Il est dans la méthodologie la méthodologie pour pouvoir cristalliser les revendications, pour in fine gagner du temps et ne pas aller essayer de faire un passage en force avec ceux avec qui on a pris les photos et puis finalement se retrouver quand même avec 2 mois sans cours. C'est ça juste une phrase, je vais conclure sur ça. Parce qu'on parlait du personnage de M. Ben Moussa qui a justement travaillé sur le nouveau modèle de développement. Et parmi les conclusions les plus importantes, c'était d'abord l'importance de l'éducation comme élément et comme levier pour le développement futur du Maroc, mais aussi l'élément humain comme élément central. Et ça, c'est important de le prendre en compte parce que finalement, toutes les parties prenantes, elles n'ont qu'un seul objectif, c'est celui d'un Maroc meilleur, avec un problème épineux de l'éducation qui dure depuis des décennies. Pour pouvoir le solutionner, il faut revenir juste à ces recommandations, qui sont celles de l'importance de l'éducation comme levier. Et là, pour le coup, il faut y mettre les moyens qu'il faut, et puis surtout, remettre l'humain comme élément central, et donc forcément remettre l'enseignant comme élément central de cette architecture éducationnelle qu'on veut mettre en place. Alors l'enseignant est effectivement l'élément central et quand on parle aux gens du ministère, que ce soit au ministre ou aux autres qui sont au ministère,
Ils disent que l'enseignant est effectivement au centre du dispositif. L'enseignant et l'apprenant, bien entendu, chacun à égalité. Chakib Ben Moussa a fait cette commission de développement, a fait ce nouveau modèle avec les 35 autres qui étaient avec lui. Donc il a déjà écouté. Et puis il a réécouté pendant 1 an et demi. Puis ça a donné l'accord du 14 janvier. Entre le 14 janvier 23 et quand est-ce que ça a été passé 27 septembre. 27 septembre 2023, les syndicats sont revenus avec d'autres revendications, ce qui veut dire qu'il y a une pression de la rue, et donc une pression, instrumentalisée ou pas, mais il y a une pression quelque part. Alors le problème, est-ce qu'il se situe au niveau du gouvernement qui politise pas, politise, se solidarise ou pas, ou alors au niveau des syndicats qui n'arrivent pas ou alors à représenter ou alors à convaincre? Je pense que les syndicats, les centrales syndicales sont toujours les mêmes. Ils ont un principe, celui de lever la barre le plus haut possible quand on rentre dans une négociation pour pouvoir obtenir la bottom line au niveau de la négociation. Je pense qu'à ce niveau-là, il est difficile aujourd'hui de dire est-ce que les syndicats ont réussi ou pas. C'est très difficile. On ne peut pas parler en leur place, mais la négociation qui se fait avec le ministre, avec les responsables ministériels, c'est une négociation qui est tout à fait autre. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le statut dont on a parlé, je pense que c'est Mostafa Sahimi a eu l'intelligence de nous distribuer une copie de ce statut unifié qui devrait être vraiment la base de travail pour tout le monde, pour les éducateurs, pour les étudiants, pour tout le monde. Alors ce statut ne satisfait personne. Surtout les enseignants considèrent... Mais pourquoi ils l'ont signé? Cédric, pourquoi ils l'ont signé le 14 janvier 2023? Il a le été défenseur signé. de personne, j'essaie simplement de me poser la question que d'autres pourraient se poser. S'il ne satisfait pas les syndicats, pourquoi ils l'ont signé? En fait, c'est des gens qui ont signé à un moment donné de la négociation. C'est-à-dire que dans la négociation, il y a plusieurs niveaux et très probablement, ils ont considéré qu'ils avaient leur revendication qui était optimale à un moment donné et ils ont signé parce qu'ils voulaient aller de l'avant. Alors, pour aller de l'avant, ça donne le gel. Ça donne la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On aurait gagné du temps, parce que ils ont été débordés finalement par leur On aurait évité cette anomalie. Si vous permettez, ils ont signé essentiellement pour cette raison. Enfin, ils obtenaient satisfaction sur un statut unifié. Exactement, la fin au moins des contractuels. Vous savez pourquoi? C'est quand même important. C'est 140 000 personnes qui relevaient des 12 académies régionales et qui étaient contractuelles. On a fini. C'est ça le premier point. Alors, j'ai une dernière question, si vous voulez bien. On va passer après au deuxième sujet. Bon, le chef du gouvernement, quand il a rencontré les syndicats, on voyait les images passer en boucle, il a donc décidé de geler, ou de suspendre le texte contesté. Il est revenu sur la question des retenues des prélèvements sur salaire, et pour les augmentations de salaire aussi, il y a des choses qui ont été convenues ou promises. Très bien, tout ça est très bien, mais si jamais ça ne se passe pas bien le 15 janvier, il se passera quoi? Allez-y, Mostafa Sahimi, rapidement, parce qu'on passe rapidement, nous sommes face à un dossier compliqué qui est un dossier transversal, qui est différent des autres dossiers relevant du dialogue social habituel que l'on connaît avec les conventions signées par... C'est-à-dire transversal, pourquoi? Ça intéresse les élèves, ça intéresse les enseignants, ça intéresse les familles. C'est un dossier de société. Et donc, c'est extrêmement difficile à gérer. Il y a des contraintes, il faut être juste. Le gouvernement a des contraintes budgétaires importantes pour 2024. Il en aura d'autres. Il en aura d'autres. Maintenant, il y a un moment, il faudra un compromis, c'est-à-dire il y a ce que peut faire le gouvernement et il y a ce que doivent faire de leur côté les organisations syndicales. Il y a un moment, il faut de la maturité, de la responsabilité. Avec des dizaines de milliers d'enseignants dans les rues ou chez eux, c'est-à-dire pas à l'école, ça devient un problème aussi non seulement social, mais un problème de sécurité. Aziz Saïdi? Oui, tout à fait, parce que la victime, finalement, c'est l'élève. Et c'est quelque chose qui est... On est en train de parler même de problèmes de société, même un problème de garde, parce que qui ça intéresse? Il y a une partie des parents qui ont les moyens, qui ont fait migrer leurs enfants vers le privé parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Et ceux qui sont les vraies victimes, c'est ceux qui ne peuvent pas se permettre ça. Mais en même temps, c'est le seul...
la grève reste le seul levier d'expression pour la base des enseignants. Donc c'est là où la difficulté réside. À mon sens, on a perdu beaucoup de temps, et on a perdu beaucoup de temps parce que peut-être on a voulu accélérer les choses. Alors que des fois, il faut donner du temps au temps, surtout dans un dossier aussi épineux. Aller plus vite, cocher, aller lentement. Exactement. Disait l'autre. C'est un dernier mot sur ce sujet, très rapidement, s'il vous plaît. Je vais vous le dire. Moi, j'ai toujours les yeux fixés sur ce document. On dit qu'on va consacrer 9 milliards de dirhams par an d'ici 2027, ce qui est énorme. Je vais donner un autre exemple. Nous sommes véritablement, aujourd'hui, c'est la veille du déclenchement des pluies rogatoires, parce qu'on a un retard de pluie gravissime. Et le Maroc doit importer beaucoup de céréales. Alors tout ça, quand on voit les engagements du Maroc avec l'Afrique, avec l'Europe, avec le Moyen-Orient, etc., je pense qu'il y a un équilibre à faire, il y a un dosage à espérer ici et là. Et j'espère que d'ici le 15 janvier, même si c'est une date butoir hypothétique, mais j'espère que les coordinations des enseignants vont accepter cela, au moins, même si c'est transitoire, pour aller vers autre chose. Ou bien, ils disent, nous, on n'accepte pas ça, donnez-nous un autre engagement, un autre document, un autre statut différent. Mais ils ont déjà gagné le fait d'être rassemblés dans le même panier. C'est-à-dire qu'on n'a plus les contractuels d'un côté et les titulaires de l'autre. C'est ça le problème. Parce qu'auparavant, on n'avait que ça. Vous avez cité un terme des Cessaoui qu'ils ont gagné. J'arrête sur le terme gagner. Il faut sortir peut-être de cette logique de gagner ou perdre, parce que finalement, c'est les enfants de ce pays qui perdent. C'est leur sécurité de l'enseignement qui est remise en cause, très sérieusement remise en cause. On part donc à Rza, où des échanges de prisonniers ont eu lieu tout au long de la semaine. Des vivres ont été acheminés en quantité insuffisante tout au long de la semaine, avec une situation qui reste précaire difficilement. Aussi, très difficilement et d'une manière incomplète, très loin des besoins qu'il y a, pour une situation qui reste précaire aussi bien dans la bande de Gaza qu'en Cisjordanie. Et Israël ne semble pas vouloir arrêter son offensive. Alors, Sa Majesté le Roi a adressé cette semaine donc un message au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Et Sa Majesté y appelle un cessez-le-feu durable. Je cite, « Les puissances agissantes et le Conseil de sécurité doivent mettre de côté leurs dissensions pour œuvrer de concert à l'adoption d'une résolution qui visera de manière décisive et contraignante l'application immédiate d'un cessez-le-feu durable selon les règles du droit international et du droit international humanitaire. » Fin de citation, des termes qui sont forts, une demande qui est claire et nette, l'adoption d'une résolution qui visera de manière décisive et contraignante l'application d'un cessez-le-feu durable. Mustafa Sahimi, votre commentaire. Sur d'abord la position marocaine. La position marocaine est une position qui a évolué au fur et à mesure de l'avancement et de la complication de ce dossier. Vous vous souvenez du premier communiqué du Maroc, c'était le lendemain de ce qui s'était passé le 7 octobre, donc à Gaza, en Israël. C'était le fait qu'il appelait à ce qu'il n'y ait pas de violence contre toutes les populations, quelles qu'elles soient. Ce qui était le contraire. Voilà. Eh bien, extrêmement. Donc, c'était déjà une prise de position le lendemain du 7 octobre, c'était passé. Donc, il dit qu'il faut une situation de paix et donc le fait de mise en garde sur la violence, puisque l'État d'Israël avait décidé dès le 7, dès le jour même, de lancer les opérations que vous savez. Ensuite, il y a eu un suivi progressif de la position marocaine avec une évolution et une gradation. Sur l'étape de l'aide humanitaire, 2, la désescalade, 3, la nécessité de la protection des civils, des populations civiles, 4, le cessez-le-feu. C'est extrêmement intéressant, cette évolution s'est faite, donc il y a eu un accompagnement régulier et constant du Maroc à propos de la question palestinienne.
tout en étant dans le couloir des positions historiques du Maroc, des positions de solidarité à l'endroit du peuple palestinien. Maintenant, quelle est la marge de manœuvre du roi et du Maroc? Sa Majesté le roi est président du comité Al-Quds. Oui. Et donc, à ce titre-là, à la différence d'autres chefs d'État, il a un statut particulier pour porter la parole qu'il faut. Il a rappelé d'ailleurs dans un message ce qu'il avait dit le 31 mars 2019 devant le pape François à Rabat, où tous les deux souverains, le souverain pontife et le Amir al-Mouminin, Sa Majesté Mohammed VI, avaient lancé l'appel de Jérusalem, qui est extrêmement important, sur la protection des lieux saints, avec donc la nécessité de la paix, etc. Quelle est maintenant la possibilité d'action? C'est tellement évolutif tous les jours qu'il faut donc veiller à ne pas faire de faux pas. Il y a une présence marocaine, il y a ce qui a été dit lors du sommet arabe donc, qui s'est tenu l'un au Caire et l'autre à Riyad, puisqu'il y a eu deux rencontres. Et nous en sommes là. Autre élément qu'il faut relever, c'est la solidarité de principe du Maroc, mais c'est aussi la mobilisation du peuple marocain. C'est un élément extrêmement important. Ouais. Il y a eu de grandes manifestations à Rabat, Casablanca, dans d'autres villes, Tanger, etc. Et cette mobilisation continue. Et donc, il y a là une émotion légitime du peuple marocain de soutien au peuple palestinien, ce qui a conduit évidemment peut-être à traduire cela au niveau des positions diplomatiques du Maroc. Dernier point sur lequel on va peut-être revenir, il n'est plus question aujourd'hui d'activer la normalisation avec l'État d'Israël. Le Maroc n'a pas dénoncé les accords, etc. L'Arabie saoudite non plus, d'ailleurs, vous le savez, etc. Mais il y a les accords d'Abraham. Le stand-by. Voilà, en stand-by, c'est gelé, c'est le cas de le dire. On parle de gelé. Voilà, donc nous en sommes là aujourd'hui. Aziz Saïdi, donc c'est résolution décisive et contraignante, application immédiate d'un cessez-le-feu durable. Phrase forte. Ben bien sûr. C'est intéressant parce que le souverain interpelle le Conseil de sécurité en disant mettez de côté vos dissensions et regardez les massacres qui sont en train de se passer avec l'acharnement dont parle Sa Majesté dans le message. Tout à fait. Ben c'est une position d'ailleurs qui est c'est une position qui est franche et qui est de plus en plus enrichi par d'autres positions. Vous avez vu, vous n'avez pas raté la communication de la Chine par rapport à ça, qui est sur la même ligne, de cesser le feu durable, de la Russie, de beaucoup d'acteurs internationaux. On a l'impression que les alliés historiques d'Israël, que sont les États-Unis et l'Angleterre ou quelques pays européens, eux-mêmes font face à leur opinion publique qui a complètement basculé. Vous l'avez dit, parce que la question palestinienne, et quand on a vu les images horribles qui nous parviennent de Gaza, c'est pas du panarabisme que de se mobiliser pour ça. C'est une question humanitaire, humaniste. C'est un problème. Et c'est un problème, il faut le rappeler, c'est un problème d'abord de colonisation. Et c'est important de contextualiser les choses et de dire aussi que cette position marocaine équilibrée avec bien évidemment un rôle historique important et un rôle symbolique important à travers la présidence de la commission d'Al-Quds, c'est quelque chose. Cette parole est d'autant plus forte dans ce sens. Ce que je voulais dire, c'est que il faut faire converger les voies de raison pour pouvoir arriver à ce cessez-le-feu qui est plus que nécessaire. Parce que là, on parle de trêve. Mais l'armée israélienne ne cache pas ses intentions de continuer à raser la bande de Gaza. Et on a vu même pendant cette trêve, il y a eu des heurts. C'est l'acharnement dont parle Sa Majesté. Exactement. Acharnement, c'est un terme qui est fort. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Parce que ce n'est pas raisonnable que de penser comme ça, que de penser qu'en bombardant ou en tuant on est à 15 000 maintenant, avec une majorité d'enfants et de femmes, qu'en bombardant massivement, qu'en faisant des milliers de morts, qu'on va régler quoi que ce soit, ou que Israël va retrouver cette fameuse invincibilité qui a éclaté en 1000 morceaux le 7 octobre.
Le mythe de l'invincibilité, de l'infaillibilité. Donc on a l'impression qu'Israël, elle tient c'est une réaction émotionnelle mais irraisonnée et qu'il faut des voix fortes pour justement l'amener à la raison et la raison d'un cessez-le-feu durable. Alors, des voix fortes, je veux parler des voix avec vous, Driss Essaoui, et de fort. Fort, c'est le terme choisi par le souverain, des termes qui sont extrêmement forts. Je lui dis, il y en a d'autres, flagrante violation du droit international, exaction, politique de punition collective, déplacement forcé, politique du fait accompli. Donc ça, c'est au niveau de la force. Et au niveau des voix, il en parlait tout à l'heure, Aziz Saïdi, les voix, ce serait peut-être aussi celles de ses alliés. Les meilleurs amis sont ceux qui vous disent vos vérités. Et ce qui se passe actuellement, essentiellement en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, est inédit aussi. C'est la première fois qu'il y a un retournement de tendance, un retournement des opinions publiques qui est en train de monter progressivement en puissance. Au niveau des opinions publiques. Au niveau des opinions publiques. Mais les opinions publiques votent pour leurs dirigeants qui ont les yeux sur les sondages et sur les élections. De toutes les manières, cette lettre particulièrement, c'est la lettre d'un personnage politique important qui s'appelle le roi Mohammed VI. C'est le langage d'un militant pour la cause palestinienne. Il est en train de l'expliquer, de l'expliciter et de dire aux forces politiques internationales impliquées dans cette histoire. Alors, je cite les États-Unis, qui n'ont pas sourcillé en mobilisant leur porte-avions à côté disons, du territoire palestinien. Excusez-moi, je vous coupe, mais bon, effectivement, ils ont envoyé 2 porte-avions pour mettre en garde le Hezbollah. Si on a le temps, on va parler d'un risque d'embrasement. Mais quand on voit Anthony Blinken, il n'a pas l'air d'être toujours à l'aise quand il explique l'inexplicable et quand il justifie les justifiables. Mais il reste pro-israélien, parce qu'en fait, on est en train de parler de qui ? On parle de Benjamin Netanyahu. C'est qui ? C'est un homme qui a travesti la réalité. Et qui a, en dehors de tout le monde, toute la rue israélienne est sortie pour le décrier. Ils ont fait des grèves à cause de lui, parce que lui voulait changer les statuts de la présidence, etc. Et aujourd'hui, il est arrivé à créer un gouvernement de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire un gouvernement de guerre ? C'est un gouvernement qui d'abord frappe, qui agit et ne se concerte avec personne. Et là, je pense que l'appel de Sa Majesté le roi Mohammed VI, c'est un appel fort. Pourquoi ? Il est président du comité Al-Quds, mais en même temps, il est roi d'un pays qui consacre une bonne partie de ses revenus à Beit Mal Al-Quds. Beit Mal Al-Quds, qui est en fait la banque qui fait des dons charitables, mais des dons osés. Excusez-moi, ce n'est pas des dons. Ce sont en fait des financements pour permettre de ne pas judaïser des quartiers d'Al-Quds. Absolument. Et de prendre en charge les enfants, de ces familles qui sont là, à qui on propose des millions de dollars pour qu'ils lâchent ces vieilles bâtisses, mais qui préfèrent l'argent de Beit al-Mal al-Quds qui leur permet de vivre dignement et de rester en tant que témoin d'une cause qui ne va pas être dissolue. C'est au moment même où Benjamin Netanyahu a demandé en 2017 l'abrogation pure et simple de l'UNRWA, c'est-à-dire la force internationale chargée des territoires réfugiés palestiniens. Alors comment voulez-vous, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Et je pense que finalement cette lettre royale, elle va garder sa place au niveau international. Et le roi Mohammed VI est en train de jouer son rôle de président du comité Al-Quds pour dire « Attention, vous êtes en train de fermer les yeux sur un massacre innommable. Le fait de tuer, de bombarder un hôpital, de bombarder des enfants, de bombarder des femmes, des vieux, etc., ça c'est quelque chose de grave. Il fallait absolument que la conscience collective de toutes les forces internationales puissent être réveillées maintenant et pas demain. Très rapidement, en 1 minute chacun, sommes-nous à un tournant dans ce conflit qui dure depuis 75 ans ? En 1 minute, est-ce qu'on est à un tournant ? Ça n'a jamais été aussi violent, il n'y a jamais eu de retournement de tendance. Dans le temps que vous nous assignez, ceci. La situation actuelle commande, à mon sens, de retenir 2 facteurs. Premier facteur, ce qui va se passer aux États-Unis dans la perspective de l'élection présidentielle de 2024,
avec la candidature ou non du président Biden et s'il est candidat, ses chances ou non d'être élu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui du fait qu'une fraction des démocrates est une fraction de gauche qui soutient de manière activiste la cause palestinienne. On le voit dans les campus universitaires et ailleurs. Deuxième facteur, la solidité de la coalition majoritaire qu'il y a aujourd'hui en Israël. Netanyahou a fait une majorité avec des partis religieux, orthodoxes et d'extrême droite. Et donc il est otage. Il est otage, pourquoi, de cette combinaison? Parce qu'il a monté ça pour éviter les poursuites judiciaires. Toute la stratégie de Netanyahou, il faut bien le dire, c'est d'éviter évidemment de se retrouver devant la justice. Est-ce que vous pensez que nous sommes à un tournant? Oui, non? Nous sommes, oui, nous sommes à un tournant, oui, parce que enfin, la question palestinienne qui était minorée, délaissée depuis une vingtaine d'années par les uns et les autres, revient au premier plan de l'actualité régionale. Aziz Saïdi, une minute aussi à vous. Bien sûr, c'est un vrai tournant. Pour une raison très simple, c'est que comme vous le dites, la question palestinienne était à un fil d'être complètement oubliée du concert des nations. Ça d'une part. Ce qui s'est passé après le 7 octobre, ça a montré qu'Israël n'est pas invincible. Ça a montré aussi qu'avec l'acharnement de l'armée israélienne et du gouvernement israélien d'extrême droite, il faut nommer les choses, un gouvernement extrémiste avec des mots incroyables. Quand on parle d'animaux par rapport aux habitants de Gaza, c'est qu'on revient à la déshumanisation qui malheureusement nous rappelle les heures les plus sombres. Repris par toutes les télés étrangères. Exactement. Ça d'une part. Ça a montré aussi que même si, bon, les États-Unis, bien évidemment, ils ont tout de suite réagi, ils ont tout de suite essayé de rester dans leur posture de soutien à Israël, ils ne pouvaient pas les soutenir jusqu'au bout de quelque chose d'aussi horrible. Ça veut dire qu'il y a une sorte de désolidarisation qui a commencé, notamment à cause de... C'est inédit. C'est inédit, notamment à cause des opinions publiques qui ont changé, mais aussi des diplomates américains, français et tout, qui ont écrit à leur chef d'État qu'on ne pouvait pas suivre un gouvernement qui est dans une entreprise folle. Un tournant. Dernier mot, une minute, même pas d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation inextricable pour la question palestinienne. Un certain nombre de pays devraient réagir, le voisinage de la Palestine doit réagir et tout le monde s'attend à cela. Ça pourrait être un embrasement total, mais la question restera posée parce qu'en fait, Benjamin Netanyahou continue son crime, continue son agissement en dehors de la loi et de la raison et de l'humanisme qui impose justement d'en tenir compte. Merci à vous, Driss Hissaoui. Merci, Mustafa Shimi. Merci, Aziz Saïdi. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.